en lien avec la cellule d'écoute des diocèses de Savoie. Bonjour, je m'appelle André Boiron. Je vous parle au nom de plusieurs collègues qui ont séjourné au centre de redressement de l'abbaye Guérin. Et nous sommes réunis pour essayer de vous rencontrer afin de vous expliquer tout ce qu'on a subi. L'histoire de ce film, c'est une rencontre avec Dédé, un des protagonistes du film que j'ai rencontré pendant le tournage de mon premier documentaire qui s'appelle Enfermer mes vivants. Et donc j'ai rencontré Dédé qui a fait beaucoup d'années de prison et qui m'a raconté comment à l'âge de 9 ans il a été enfermé dans le centre de la Belle Étoile. Et cette histoire-là et le fait qu'il ait retrouvé sur les réseaux sociaux d'autres pensionnaires de ce centre, et il m'a proposé un jour de venir avec lui pour les rencontrer. Voilà, c'est cette rencontre avec ces hommes qui est un peu à l'origine de ce désir de film. Pendant la course, tu penses à rien? Je pense à rien, À rien. penses à... Ouais. Tu fais le vide? C'est le corps du Christ. Amen. Daniel, tu vas plonger? Non. Allez, plonge. On se réconforte les uns les autres. Moi, je suis resté 2 ans là-haut, 2 ans de violence, dans une institution tenue par un homme de l'Église. C'est pas l'Église, c'est pas ma religion qui m'a infligé ça, c'est l'être humain qui me l'a infligé. Oui, mais l'abbé Guérin, c'est bien l'église. Les gendarmes sont venus me chercher chez moi, on était 4, mes 2 grands frères, ma grande sœur et moi. Et à un moment donné, je suis passé dans la cuisine comme ça, le flic il dit « Tu t'appelles comment ?»« Michel ». Il m'a préparé les cheveux, il m'a enfermé dans la voiture pour pas que je me sauve. Et à un moment donné, donc on est parti et on arrive là-bas, on nous dit ben non, vous allez être bien, vous allez voir, vous allez avoir à manger, vous allez avoir des habits, vous allez vous amuser entre copains. Et... Moi, j'ai été enlevé de chez ma mère, soi-disant qu'elle pouvait pas s'occuper de nous. Elle était au travail et ce jour-là, ils sont venus nous chercher. Nous étions 9 enfants. L'assistance sociale dit, en partant de chez mes parents, ici, il n'y a pas 9 enfants, il y en a 11. Ça vous dit beaucoup, quoi. Parmi tous mes frères et sœurs, une grande partie ont été placés. Le premier jour, ben, j'ai fait au lit parce que séparation des... Je pense que c'est ça, parce que je ne me faisais jamais au lit. Le lendemain, j'ai refait, mais ben là, ça se sentait, donc... La femme est arrivée. C'était un centre de la DAS qui était 3 femmes qui dirigeaient ça. Elle m'a pris par les cheveux tout nu, elle m'a foutu dans une baignoire glacée, d'eau glacée, et elles étaient à 3 me faire plonger. Hop. Elle m'a dit si demain tu recommences, c'est ça plus le cachot. Et le cachot, c'est une petite pièce, c'est comme dans l'armée, dans les prisons, c'est une toute petite pièce avec un banc, une grosse porte blindée. Bon, une petite lucarne, on vous passe une tranche de pain sec et un verre d'eau. C'est tout ce que vous avez. Je m'appelle André Boiron. Je vous parle au nom de plusieurs collègues qui ont séjourné au centre de redressement de l'abbaye Guérin. Et nous sommes réunis pour essayer de vous rencontrer afin de vous expliquer tout ce qu'on a subi. À l'âge de 9 ans, je suis arrivé en 62 donc à Mercury. Ensuite, à une fugue chez une nourrice qui nous tapait dessus, qui ne me donnait pas à manger. Au lieu que le juge me demande pourquoi je me suis sauvé, il m'a dit tu vas aller en redressement et là tu verras, tu vas en baver. Et je suis arrivé là, ça a été la catastrophe, l'horreur, les punitions à genoux sur des manches à balai, les bras en croix, privation de manger, du tout, les punaises sous les ongles. On a tout eu, quoi. Ça a été l'horreur. Moi, ils m'ont cassé l'os du sacrum à coups de bâton, à coups de pied. J'ai eu 2 greffes d'os et 7 opérations de la colonne vertébrale. Vous avez vécu ça aussi, cette horreur en fait, enfant. Vous avez dû traverser tout ça. Qu'est-ce que vous avez traversé? Ouais, moi, j'ai vécu la même chose. Je suis arrivé la même année que Michel. Oui. Donc là, j'ai fait l'étanche, Mercury-Tamier. Et l'étanche nous faisait courir pieds nus dans les graviers. Et comment vous expliquez cette torture aujourd'hui? Justement, on ne peut pas comprendre. Ce qu'on a vécu, on ne sait pas pourquoi déjà. Et en plus, on ne sait même pas pourquoi on a été placé dans ces centres-là. Il n'y a rien, aucun papier pour justifier ces placements. Et qu'est-ce qui est le plus douloureux pour vous aujourd'hui? Est-ce que cette douleur existe toujours? Oui, la douleur est toujours là. Mais heureusement que j'ai eu le sport.
pour pouvoir évacuer tout ça. Vu que j'ai entraîné pas mal de jeunes et tout pendant 36 ans. Et justement, ce que j'ai vécu, avec un enfant, je n'arrivais pas à crier dessus. Même la présidente, elle me disait à chaque fois, sois plus sévère. Mais non. Par contre, quand c'était un adulte, là, j'arrivais à m'énerver. C'est-à-dire, vous avez vu les dommages que la violence pouvait faire sur les enfants. Oui, justement, c'est ça. Je n'ai pas voulu reproduire ça. Et j'ai même logé chez moi 2 enfants d'une amie qui est décédée, donc je les ai pris chez moi. Là, le petit, c'est moi. Avec le pull rouge et la veste. Là, Voilà. Ah, c'est toi, là? Là, c'est moi. Là? Oui. Ah bon? Ouais. Ouais, t'étais tout petit. Et oui. tout J'ai toujours été Ah, bah, petit. t'étais dans mon groupe, c'est ce que je dis. On était Oui, ensemble. mais une année simplement. Ouais? Le truc le plus inadmissible que je trouve, c'est que les gens du village, le centre, il était entouré de barrières, pas de grillage. Donc il n'y avait pas d'arbres. Ces gens-là, ils nous voyaient dans la cour. Ils nous voyaient courir tout nus. Il était hiver. Donc ils nous voyaient bien courir tout nus. Et bien personne n'a rien dit. Et dans le film, dans un moment dans le film, il y a un camarade qui dit, et puis emmener le courrier à la poste, oui, c'est moi ça. J'ai emmené mon courrier à la poste, je me suis volé, alors carabiné par l'abbé Garin. Là, c'était par l'abbé Garin. Je vais t'en faire voir si tu vas ramener ton courrier. Mercury. D'ici, on voit l'église, le château. Et un peu plus loin, le centre de la Belle Étoile. Ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point il peut y avoir cette violence qui se déchaîne à l'égard d'enfants. Et là encore, quand on est parent, on imagine des choses qui sont... c'est pas juste de l'ordre de l'abus, c'est véritablement de la torture qui est décrit. C'est extrêmement sombre. Et comment ces personnes ont été impactées dans toute leur vie. Après, quand quelque chose arrive aussitôt, comment ça reconfigure toute une vie. Mais à travers toute cette horreur, ce qui est incroyable, c'est comment, à travers la caméra, ils ont réussi à entamer un processus pour enfin... À l'âge adulte, c'est jamais trop tard, maintenant qu'ils sont retraités, qu'ils sont vieux, pour enfin mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu, pour enfin commencer à guérir, pour enfin commencer à avancer. Il y a des confessions qui ont été faites dans ce film qui sont extrêmement sombres, qui n'avaient jamais été dites nulle part ailleurs, et c'est devant la caméra, parce qu'un climat particulier a été donné, qu'ils ont réussi à dire « bah oui, moi j'ai subi ça, cette personne m'a fait ça ». Et quand ça sort, mais ça prend aux tripes, c'est incroyable de voir à quel point la caméraman a réussi à faire un travail salvateur qui a changé la vie de ces hommes qui sont maintenant dans le dernier âge de leur vie, et à quel point ça leur fait du bien, et à quel point ils renaissent, et à quel point ils s'ouvrent. Donc indépendamment de tout ce qu'on peut dire sur le processus de l'Église catholique qui peut être pas forcément satisfaisant, etc., juste le processus autour de ces hommes et leur chemin, c'est quelque chose qui touche aux tripes, au cœur, qui est incroyable. Voilà. On est plus de 50-60 à donner les mêmes témoignages. On les a pas inventés puisque tout concorde. Nous souhaitons qu'effectivement la vérité soit faite. Ah, j'aimerais bien quand même que ça soit reconnu. Reconnu qu'il y ait une suite et qu'on ait des réponses. Qu'est-ce que ça apprend sur l'être humain de ce que vous avez vécu? Est-ce que vous avez réussi à pardonner ou vous avez toujours une énorme colère en vous? Par moments, il y a encore de la colère. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais comme ma sœur a dit, celle que j'ai retrouvée justement pas perdue de vue, elle a dit, de toute façon, il faut tout dire. Comme ça te fera du bien pour évacuer justement cette partie de colère. D'être aujourd'hui dans un film, protagoniste de ce film, quelles sont les scènes marquantes pour vous, puis qu'est-ce que ça vous fait d'être dans ce film? Justement, grâce à Clémence, si elle n'avait pas fait ce film-là, je ne pourrais pas parler comme je vous parle maintenant. Je ne parlais pas du tout. J'étais toujours dans un coin. Vous gardiez pour vous, en fait, toute cette souffrance? Voilà. Oui, mais même comme dans la famille. Ma famille était dans la salle de manger, moi j'arrivais dans la cuisine, j'étais toujours tout seul.
Mais pourquoi? Parce qu'on a honte ou on veut effacer le souvenir? Oui, il y a beaucoup de honte aussi. Hein. Et comment expliquer cette honte? Ça vient de quoi? Parce que vous n'étiez pas responsable, enfant. Non, mais justement, c'est ça. On ne comprend pas. Pourquoi cette colère, cette honte Faire revivre le passé, c'est pas facile, hein. Il faut beaucoup d'images qu'on doit construire, beaucoup aussi de témoignages. Vous avez reconstruit beaucoup à travers les témoignages de ces différents protagonistes. Beaucoup d'heures d'écoute, on imagine, beaucoup de patience, surtout sur des récits aussi douloureux. Et ils se sont livrés à vous, comment vous avez fait? Alors oui, c'est vrai que c'est essentiellement c'est un film de parole, mais aussi un film de silence, je dirais. Dans ce film, la parole, autant que le silence, sont vraiment importants. Le silence, c'est un film sur peut-être la parole qui se libère, je dirais, à un moment donné. Par aussi la force du groupe. Donc moi, la proposition que je leur ai faite, c'était ce que je trouvais assez intéressant, c'était le fait que eux se réunissaient. Ils avaient ce besoin de se retrouver ensemble et d'échanger sur ce passé. Peut-être pour se dire que ils étaient pas fous, qu'ils avaient bien vécu ça, quoi. Et donc moi j'ai voulu inscrire le film dans le prolongement de leurs besoins de retrouvailles et donc je leur ai proposé de se réunir dans une maison pas très loin du centre de la Belle Étoile mais en même temps à bonne distance. Et l'idée c'était d'inscrire le film dans cet entre-deux entre les souvenirs douloureux de l'enfance et le présent partagé, les linéaments de leur amitié. Et alors comment j'ai fait pour obtenir cette parole? Je crois que c'est surtout une question de temps et de confiance. J'ai mis à peu près 5 ans à faire ce film. Donc voilà, j'ai rencontré ces hommes, je connaissais bien leur histoire. Ils avaient vraiment envie de raconter cette histoire-là. C'était surtout ça en fait qui a permis de faire ce film. J'ai accepté de répondre à nos questions. On sentait vraiment pour eux, c'était important que ça ne tombe pas dans l'oubli, hein, ces maltraitances, tout ce qu'ils avaient vécu. Ils étaient sans défense, enfants, tabassés pour les uns et abusés sexuellement même pour l'un d'eux. Oui, ils sont beaucoup à avoir mis une sorte de couvercle sur cette histoire-là pendant près de 50 ans, à ne pas en avoir parlé. Et il y a eu un moment donné, à partir du moment où ils sont arrivés à l'âge de la retraite, en fait, où il y a eu le besoin en fait, de revenir sur cette histoire pour eux et d'en parler. Et donc, moi, je suis arrivée à ce moment-là, quelque part, au bon moment. Et c'est vrai que pendant le film, c'était de vrais alliés dans le sens où il y avait le désir pour eux de faire ce film, ils avaient le temps. Et ils n'avaient pas de problème non plus pour répéter, pour refaire. Ils ont assez vite compris que il fallait attendre qu'on soit en place pour commencer à parler. Donc on a vraiment travaillé ensemble en fait, fabriqué ce film-là ensemble, jusqu'à un moment où il y a même une sorte de retournement, c'est-à-dire que parce que pour eux donc ce besoin de reconnaissance est très important, ils font la démarche d'aller rencontrer l'institution catholique par le biais d'une cellule d'écoute pour que cette histoire soit reconnue. Et donc à ce moment-là, ils me demandent de filmer ces entretiens, qui normalement sont des entretiens confidentiels. Et à ma grande surprise, la cellule d'écoute catholique a accepté que je puisse filmer ces entretiens. Et donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, eux, ils se servent aussi de la caméra comme d'un bouclier, comme quelque chose qui leur donne du courage en fait pour faire leur démarche. Ici tout peut être dit. Vos révoltes, vos souffrances, vos colères, vos doutes, c'est le but, quoi. Tout ce que vous auriez à dire, éventuellement vos attentes, hein, tout peut être dit. Vous êtes présent dans le cadre de ce prix Farel, vous avez traversé les mêmes sévices en fait, ou peut-être des sévices différentes. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette époque? Moi je suis un peu plus jeune que mes 2 collègues. Je suis arrivé en 65, parti en 69 puisque ce centre a fermé grâce à une éducatrice qui a fait le nécessaire auprès des instances à Grenoble. Même si le directeur a inversé le problème, disant qu'elle maltraitait les enfants. Elle est remerciée dans le film. Son prénom c'est Nicole. Son nom c'est Facon. J'ai une cicatrice sur l'avant-bras, double fracture de l'avant-bras.
C'est un adulte qui était pressé d'aller à manger. Je grimpais à un arbre. Il m'a descendu de l'arbre et pour me rattraper, pour éviter que ma tête tape un caillou ou la terre, je me suis protégé du bras et j'ai eu une double fracture. Ils auraient attendu 3 semaines pour me faire soigner à l'hôpital d'Albertville. Et à l'époque, l'hôpital d'Albertville était bien informé. Ils m'ont gardé 1 semaine pour mettre une broche. En fait, c'est la même chose qu'en 2024 pour mettre une broche. Mais ils savaient pertinemment ce qui se passait et ils se sont dit le gamin, il est mieux chez nous que chez eux, quoi. 2 mois après, je suis redescendu et ils m'ont gardé de nouveau 1 semaine. Pour vous dire, voilà, l'institution qui était l'hôpital savait pertinemment ce qui se passait, quoi. Pour moi, j'étais habité par la peur. Même quand il y avait, des jeux, type gendarme et voleur et tout ça, moi j'étais habité par la peur. Mais c'est juste une horreur, ce que vous nous racontez. C'est-à-dire que même le système était complice, en fait, et abandonnait ces gamins. Oui, mais je vais vous donner un autre exemple. Voilà, les parents venaient voir des camarades. Une fois, on avait montré un mouchoir plein de sang pour indiquer qu'on s'était fait taper. Une fois que les parents étaient partis, on nous a réunis 4-5 dans un bureau. On nous a frappés avec une branche, vous voyez les branches de saule bien souples. On s'est pris une raclée phénoménale. Voilà. En fait, ce film, si on comprend bien, il vous permet de enfin faire sortir tout ça, puis surtout que la vérité soit dite et publique. Oui, disons, ce film nous a donné la parole, comme j'aime à dire à Clémence, elle nous a donné la dignité qu'on soit entendu par les gens qui veulent bien voir ce qui s'est passé il y a quelques années. On n'était pas au 19e siècle, mais au 20e. Quand je raconte ça à des jeunes, quand je dis jeunes, 20-30 ans, ils n'en reviennent toujours pas, quoi. À la cellule d'écoute, nous ne connaissons pas l'historique de ce qui s'est passé à la Belle Étoile, puisque je crois que c'est comme ça que... voilà. On ne connaît rien de ces agissements ou des conséquences. C'est-à-dire que vous n'en avez jamais entendu parler. Jamais, donc... Avant d'en avoir entendu par certains membres de votre groupe, voilà. Non. Jamais avant. Donc vous ne connaissiez pas l'histoire de l'abbé Garin? Non. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, parce que dans ce film-là, quand on entend la cellule d'écoute et qu'ils nous disent « Nous, on ne savait rien du tout de ce centre ». Alors, comment eux, ils ne savaient rien, alors que l'hôpital savait ce qui s'est passé? Moi, j'avais un copain qui est vraiment un copain, et on skiait, on attachait nos skis comme on pouvait, parce que c'est des skis en bois, il fallait les frotter, et on avait mis des caisses de pommes pour faire des tremplins. Et l'autre, il dit, regarde, ici, c'est Gymkhana. Lui, il saute, il se casse le tibia, puis on dit, chouette, je vais aller à l'hôpital. Vous étiez plus en sécurité à l'hôpital qu'ailleurs. On était plus en sécurité à l'hôpital qu'au centre. Vous, comme membre du jury, c'était difficile pour vous de départager entre le Awar, qui a gagné le prix Farrell, mais aussi ce film Les Oubliés de la Belle Étoile. Les Oubliés de la Belle Étoile qui a quand même reçu une mention spéciale du jury. C'était extrêmement dur. Il y a eu plein de choses qui ont prévalu au choix, qui ont prévalu dans nos débats, qui ont fait qu'on n'était pas tout le temps d'accord, etc. Mais on a réussi à s'écouter. On a réussi à changer d'avis, à écouter ce que disaient les autres et pas rester sur des positions campées. Et la décision qu'on a donnée à la fin, on en était tous satisfaits, quand bien même c'était pas forcément ce qu'on avait dit tous au début. Et c'est ça qui a été fou, parce que ça nous a transformés. On a fait ça collectivement. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas juste donner un prix et puis c'est tout, basta, quoi. C'est pour ça qu'on a voulu donner cette mention honorifique très particulière à ce film aussi, parce que c'est important. Ces hommes, ils existent encore. Ils sont encore là. Ils mènent encore un combat qui est légitime et qui doit avancer. Et donc, il fallait aussi que... Voilà, donc Awar et Les Oubliés de la Belle Étoile, ce sont 2 films magnifiques. Dès que vous avez des occasions, allez les voir. Pourquoi cette brutalité? Pourquoi on crevait la faim? Pourquoi s'enverrait des coups à répétition? Pourquoi? Parce qu'on était quand même des mômes. C'était des tortionnaires, c'était pas des chefs ni un curé. J'ai fait 7 tentatives de suicide. 7. La dernière, j'avais 42 ans.
J'en avais marre de la vie. Parce que j'ai échoué à chaque fois, là, le truc de famille, un premier divorce. Je me suis remis avec une personne, j'ai eu une fille, elle est partie parce qu'elle me disait que je ne parlais pas, que j'étais tout le temps, comme disait Daniel tout à l'heure, les repas de famille, moi, ils se retiraient, moi je faisais pareil. Donc elle est partie. Et c'est quand j'ai commencé à faire mon livre qu'elle a dit « Excuse-moi Michel, je ne savais pas ». Mais c'est vrai que mais j'en veux à personne, hein, pas du tout. Hein. Moi, j'ai pardonné, j'ai ma foi, je crois en moi. Mais au niveau foi, qu'est-ce qui vous fait garder la foi et vous avez encore confiance en Dieu après tout ce qui vous est arrivé? Je vais vous dire pourquoi. Si je suis là à l'heure actuelle, c'est parce que j'avais la foi. La dernière fois que je me suis tenté de mettre fin à mes jours, je me suis enfoncé un couteau de boucher dans le ventre et j'ai réussi à être sauvé. Et ben, je dis c'est la foi. Et depuis ce coup-là, j'ai continué à prier. Et mon métier m'a donné encore bien plus de joie parce que j'ai eu une carrière professionnelle super. En quoi? Eh ben, parce que j'ai fait de la cuisine à des ministres. Pour un bâtard, un moins que rien, un vaurien, âge mental de 5 ans à l'âge de 14 ans, vous voyez. Donc c'est beaucoup pour moi. J'ai donné des cours au Greta, voilà. Et tout ça, et sans personne m'aider, sans personne pour m'aider. Je l'ai fait tout seul. Et ça, je trouve que c'est une grande richesse. Et de croire en soi, de pardonner à tous ces phénomènes qui m'ont fait du mal, de pardonner aussi à mes parents qui m'ont menti, qui m'ont abandonné et qui m'ont menti, parce que moi, je suis le seul de tout le film, de tous les enfants de Mercury, je suis le seul à avoir eu mon dossier de Mercury. Parce que la DAS de Chaumont de la Haute-Marne a fait son travail, alors que les autres n'ont pas fait leur travail. Et moi, j'ai tout mon dossier. Mais il faut voir, j'en ai pleuré, hein, parce que c'est des mensonges. On nous disait qu'on mangeait bien, qu'on était bien, alors qu'en hiver, on nous coupait les manches de chemise pour faire des mouchoirs. Dans le film, je sais pas, non, pas dans le film là, mais il y a des séances de vidéos où on nous voit en short et la neige, alors qu'on nous dit que c'était pas vrai. Et puis je dis, c'est quoi ça? C'est de la neige artificielle. Et la dame, tout à l'heure, que Gérard parlait, Nicole Facon, avec Daniel, on a rencontré quelqu'un, le frère et la sœur, et donc ce monsieur-là, il nous a dit, c'est vrai, l'abbé Garin c'était de la violence. Moi, j'ai été éducateur là-bas. On nous a dit d'aller se promener. Ce jour-là, il pleuvait, il neigeait. On était en short. Il a dit, tout le monde rentre. Allez hop, on va dans la salle de jeu. La directrice est arrivée, tout le monde dehors. Non, je n'irai pas dehors. L'abbé Garin, il lui a dit, t'es licencié. Et il est parti. Et en 69, le centre a fermé. Et lui, il a toujours cru que c'était lui qui l'avait dénoncé. Et moi, je lui ai dit, non, monsieur, c'est pas vous qui l'avez dénoncé, c'est Nicole Facon. Et ça s'est amusé, c'est qui Nicole Facon? C'est une éducatrice qui est restée 3 semaines. Elle n'en pouvait plus. Le gamin, il s'est fait arracher la joue par un chien de l'abbé Garin. L'abbé Garin, il lui donnait des coups de pied, des coups de poing, et par terre, il saignait. Et alors, il dit, vous me rassurez alors? Ah, je dis, non, c'est pas vous, c'est Nicole Facon qui l'a dénoncé. Et voilà. Une scène du film que vous retenez particulièrement? Oui, c'est que je retiens, c'est quand je parle de mon frère qui est décédé. Et en plus, comme j'en ai jamais parlé de tout ce que j'ai vécu avec lui, alors qu'il était au centre avec moi. Ouais. Même quand on s'est retrouvés à Viviers ensemble, on n'en a jamais parlé. Et même mon frère n'en avait jamais parlé à ses enfants. Ouais. Il avait parlé comme quoi il avait été placé dans des familles, mais pas les centres. Ouais. Il avait fait un écart là-dedans. Ouais. Donc, moi, quand le film est passé en Ardèche, justement, j'ai emmené ses enfants, sans leur dire ce qu'il y avait dans le film, pour qu'ils voient ce que leur père a vécu. Ouais. Wow.
Ouais. Des fois, je me dis que je suis pas normal, quoi. Je sais pas. Mais si, t'es un être sensible, quoi, c'est tout. Ce sont des cabossés de la vie malgré tout. Dédé, il a fait plus de 20 ans de prison. On sent que certains sont blessés, les larmes viennent vite aux yeux. On sent cette parole libératrice, mais vous, même quand vous entendez tous ces récits de maltraitance, comment vous sentez par rapport aux bourreaux, par rapport à leur souffrance à eux? Comment on vit ça comme réalisatrice, on reçoit tout ça? Moi, je pense que je pourrais jamais savoir ce que c'est en fait. Je l'ai pas vécu. Ce que je peux juste dire, c'est que j'ai partagé ces moments-là avec eux. On a tenté d'éviter au maximum la retraumatisation à travers le dispositif du film qu'on a mis en place. Ensuite, oui, c'était des récits pas faciles. On a vécu des moments très forts au tournage ensemble, où toute l'équipe pleurait avec eux. On a vécu ça aussi à nouveau au montage, où des fois il fallait qu'on fasse stop et qu'on fasse des pauses parce que c'était trop intense, trop dur de faire des choix aussi entre tel sévice et tel sévice qui est raconté. Qu'est-ce qu'on décide de monter, qu'est-ce qu'on décide de ne pas garder, parce qu'on avait évidemment beaucoup de matière et qu'un film ne peut pas durer 200 heures, et en même temps il faut pouvoir le partager avec le spectateur et que ce soit aussi supportable pour le spectateur. Donc moi, toute la question, ça a été ça en fait, tout ce travail de comment faire en sorte que ce soit partageable, comment faire en sorte qu'il reste digne. Là-dessus, on se sentait d'une grande responsabilité avec la monteuse. Du coup, c'est l'humanité, au fait. On retient cette patte humaine, toute cette souffrance, on retient malgré tout cette humanité qu'ils gardent, et ils sont là, et ça ressort très fort dans le film. C'est aussi ça que vous allez lui montrer? Oui, moi, ce que j'avais envie de montrer, c'était le fait que... Alors, le film... Il permet de mesurer en fait comment, quand on a privé des hommes de leur enfance, des personnes maltraitées, c'est quelque chose qui reste et qui laisse des traces toute leur vie, jusqu'à la fin. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est foutu, ça ne veut pas dire que... moi, je les voyais plutôt comme des sortes de héros, en fait, des personnes qui se sont battues, et j'avais vraiment à cœur de les montrer aussi de cette manière-là, comme des personnes fortes qui ont mis en place des choses pour rester debout en fait et rester vivant. Le parcours que j'ai eu, professionnel, d'une manière très brève, indiquait que j'ai raté magistralement mon CAP de pâtissier. Mais malgré ça, j'ai terminé, je suis parti à la retraite il y a 1 an. J'ai fait fonction de bibliothécaire au musée de Grenoble. Pendant 10 ans, j'ai travaillé tout seul. Je n'ai pas fait le travail de 3 personnes, mais je me suis assez bien débrouillé. Je recevais des chercheurs, des universitaires. Et je vous dis ça dans le sens aussi bien mes parents que dans l'institution où j'ai vécu, ils revendiquaient que j'étais un nul, quoi. Voilà, je tenais à faire part cet aspect de résilience. Voilà. On vous a dit dans l'institution que vous ne valiez rien, que vous étiez un bâtard et exactement, sans parents, mais vous avez réussi quand même. Oui, moi je trouve que je me suis bien débrouillé. Et une fois, un échange avec Clémence, par précaution, je disais, je suis un miraculé, quoi, par rapport au niveau culturel et au niveau professionnel. Bon Dieu, vous êtes en colère contre lui? Ah non. C'est pas le bon Dieu qui a fait ça, c'est l'être humain qui a fait ça, c'est pas le bon Dieu. Non, moi, la foi, elle est toujours là. Puis je respecte chacun, est libre de penser ce qu'il veut mettre dans le film, hein. Chacun est libre de dire de critiquer, mais quand vous regardez bien le film, quand vous entendez Dédé qui dit mais l'abbé Garin c'est bien l'église, et en fin de partir, il dit c'est pas la soutane que j'en veux, c'est celui qui portait la soutane. Vous voyez, il y a 2 choses différentes maintenant.
première mention spéciale va au film qui s'appelle Les Oubliés de la Belle Étoile. Merci au festival pour l'invitation. Voilà, continuer à projeter de beaux films comme ça, c'est important. C'est franchement, merci, puis merci de témoigner comme ça dans ce film. Merci à vous. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Un de ces jours, et puis tout le meilleur. Merci.